direct de l'école secondaire du Versant. Bienvenue à la semaine de relâche, édition Grande Discussion. Aujourd'hui, on se parle du domaine de l'éducation. En direct de l'école secondaire du Versant. Bienvenue à la semaine de relâche. Aujourd'hui, on va se parler du domaine de l'éducation, tout simplement. On va déconstruire, en fait, ce que c'est que le domaine de l'éducation pour mieux reconstruire peut-être ensuite. Mon nom est Alex Boivin. Bienvenue à l'émission. Et j'ai mes cerveaux qui sont autour de la table avec moi. J'ai quatre fabuleux, en fait, je vais dire des débatteurs, mais surtout on va dire qu'on va discuter aujourd'hui. On va se parler de toutes sortes de trucs du domaine de l'éducation. De l'équipe des Bleus, voilà. Seigneur, c'est difficile, des mots. De l'équipe des Bleus. Chloé qui est avec moi. Bonjour, Chloé. Bonjour. Ça va bien, Chloé? Bien oui, Yes. Secondaire 5, cette année, à l'école secondaire du Versant. Oui. Comment ça se passe? Ah, ça se passe bien. Ça se passe bien. On s'en va au cégep l'année prochaine? Oui. Cégep en quoi? Sciences humaines. T'as pas de l'air sûr. Est-ce que Sans t'es maths. certaine? Super, sans maths. Yeah. Jacob également qui est avec moi. Bonjour, Jacob. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Toi, c'est pas le cégep l'année prochaine, c'est l'université directement. Là. Ouais. Ça, c'est un cerveau, mesdames et messieurs, à la maison. Tu t'en vas en quoi? En développement international puis mondialisation. Super, super. Ben, merci beaucoup d'être avec nous, les Bleus. Bon, il n'y a pas vraiment d'équipe, mais du côté des Rouges, tout de même, j'ai deux filles, les Girl Power, hein, de ce côté-là. Mélanie, comment ça va, Mélanie? Ça va bien, toi? Yes. Mélanie, toi, également secondaire 5. On gradue cette année. À quoi tu t'attends? Le bal là, qui s'en vient dans quelques semaines? Écoute, j'ai hâte que ça finisse. Oui. Oui, effectivement. La robe, les souliers, c'est Ouais. acheté ou c'est. C'est fait. On magazine. Oui. Super. Excellent. Florence également avec nous. Bonjour, Florence. Bonjour. Comment ça va? Bien vous? Ben oui, ben oui. Toi aussi, secondaire 5. Tu t'en vas au cégep également l'année prochaine. Tu t'en vas étudier en quoi? Je m'en vais faire une préu, option théâtre. Super. Donc, le théâtre s'en vient de ton côté. Super. Bien, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer tout de suite avec un premier sujet de discussion. Aujourd'hui, là, ce que je veux qu'on fasse ensemble, là, tout le monde, là, c'est qu'on discute vraiment des vraies affaires. Fait que, ayez pas peur là, d'aller vraiment de donner votre opinion, tout simplement, par rapport à ce sujet-là. Puis on commence en force. On est jeunes, hein? On s'entend. Vous avez quoi, 16, 17 ans? On utilise les réseaux sociaux, évidemment. Je pense que c'est très, très fréquent de nos jours. Est-ce que c'est utile ou c'est dangereux, ces réseaux sociaux-là, tout simplement? C'est un mix des deux. Je dirais que ça peut être utile pour plusieurs choses, mais en même temps, ça comporte quelques désavantages. Ça serait quoi, dans le fond, les utilisations que vous faites le plus souvent des réseaux sociaux à la maison ou bien peut-être pour l'école aussi? Là, peut-être pas dans l'école, mais pour l'école? Je pense que je parle pour plusieurs. Là. Il y en a plusieurs qui vont passer des heures sur Instagram, sur Facebook. Un nouveau phénomène aussi qui est TikTok, qui est assez populaire, là, on va se le dire, mais qui aussi va promouvoir certains types de personnes selon certains critères. On va souvent avoir des personnes un petit peu plus physiquement qui vont être un petit peu plus beaux et belles selon les standards naturels. Puis ces personnes-là vont être beaucoup plus populaires. Dans cette perspective-là, on peut comprendre que les réseaux sociaux se basent vraiment sur des critères un petit peu superficiels avec TikTok parce que c'est vraiment un gros phénomène. Puis on va comprendre aussi que certains influenceurs sur cette application-là vont devenir très populaires en faisant pratiquement rien. Là, il y en a certains qui n'ont aucun talent, on pourrait dire, puis ils vont quand même avoir beaucoup de vues, une grande popularité dans le fond. Puis justement, ces influenceurs-là, on en suit beaucoup, on en écoute beaucoup également. TikTok, c'est probablement rendu le réseau social le plus addictif, mais on utilise beaucoup aussi les Snapchat, les YouTube aussi, j'imagine. On écoute beaucoup de vidéos sur YouTube encore aujourd'hui. Je sais pas. Moi, de ma génération, en tout cas, on en écoutait beaucoup. Là. Je sais pas si vous, c'est beaucoup plus rendu sur TikTok, Instagram et tout ça, là, mais... Par exemple, ce qui est bien avec ça, c'est que, mettons, à l'école, les professeurs peuvent nous enseigner un peu avec ça en nous montrant des petites vidéos qui peuvent nous aider avec la matière. C'est vraiment utile pour ça, mais c'est sûr qu'en même temps, il peut y avoir de la désinformation par rapport à ça. Mais on est beaucoup avertis à l'école par rapport à ça pour être plus vigilant envers comme les sources, où est-ce qu'on les prend, tout ça. Comme Wikipédia, excusez, par exemple, c'est pas toujours bon. Fait que moi, on t'avertit sur ça, mais
Mais ça peut être utile, par contre. OK. Puis justement, on parle peut-être de fake news aussi dans ce cas-là. On en a eu une bonne trollée avec le monsieur au sud de la frontière là, qui est président des États-Unis présentement. Les deepfakes également, de plus en plus, avec tout simplement des gens qui vont copier des anciens également, qui vont mettre des effets spéciaux, en fait, sur des visages pour cacher un petit peu, si jamais je peux dire ça comme ça, là, la véritable identité, puis faire dire des choses à des personnes qui, finalement, l'ont peut-être pas déjà dit. Est-ce que ça vous fait peur, ça, cette désinformation-là, dans les réseaux sociaux? Bien, c'est sûr qu'il faut rester vraiment vigilant avec ce qu'on voit. Toujours s'assurer des sources aussi, parce que des fois, c'est des sites vraiment étranges, comme Journal de Montréal, exemple. Donc, je pense que juste faire attention, puis ça s'évite quand même facilement, là, cette désinformation-là. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait peur, c'est juste garder un œil là-dessus. Mais justement, il y a un potentiel très dangereux à ce niveau-là de ce que vous disiez, là, les fake personnes là, qui vont se présenter comme étant peut-être une forme de pouvoir là, dans certains pays, comme mettons Obama, ce qui est déjà arrivé. Ouais. Là, il y avait une fois où Obama a fait un discours, puis c'était pas vraiment lui, là, c'était vraiment tout animé de façon virtuelle. Puis ça peut être très, très, très dangereux parce que là, on va parler de relations internationales où on va avoir une personne en position de pouvoir qui va peut-être dire des choses qui vont être critiquées par plusieurs. Puis on sait que, surtout sur les médias, dès qu'une personne avec une certaine célébrité va affirmer quelque chose qui n'est pas qui est controversé ou qui n'est pas accepté par tout le monde, mais il va avoir un gros backlash, si je peux me permettre cet anglicisme-là. Puis ça va créer des gros ennuis. Puis si jamais on pense aux réseaux sociaux, j'imagine, puis là, je t'entends dans quelques secondes, là, Florence, là, par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est utile aussi pour l'école, ces réseaux sociaux-là? Est-ce qu'on peut l'utiliser à l'école ou pour l'école? Ben, en fait, ça dépend. Les réseaux sociaux, ça nous permet de communiquer entre nous. Je trouve que c'est une bonne idée quand la veille, tu as oublié ton cartable à l'école, puis il faut Voilà. que tu remettes un devoir. Ton ami veut t'envoyer une photo. Moi, je l'utilise très souvent. Il n'y Là. a plus d'excuses là, que notre chien a mangé notre devoir. On prend une courte Exactement. pause, on revient. On parle de gamme vestimentaire dans quelques secondes. Restez là. De retour à la semaine de relâche, on parle du système d'éducation aujourd'hui. Avant la pause, on a eu une belle discussion en fait là, sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous apporter un peu plus là, dans la cour arrière de ce que vous vivez comme étudiant. On s'entend, là, on est à l'école secondaire du Versant. Vous portez, tout le monde en ce moment, la gamme de vestimentaire de l'école. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important en fait d'avoir une gamme vestimentaire? Ben moi, tout d'abord, je pense que d'une façon, ça nous prépare au milieu de travail parce que très souvent, on va nous obliger à avoir un certain habillement, surtout parce qu'on veut nous rapprocher de l'école secondaire du Versant, on veut qu'on s'approprie à l'école puis on veut être capable de nous identifier. Nous, un problème qu'on voit plus souvent, c'est les restrictions vestimentaires qui sont appliquées à l'intérieur de l'école parce que quoi qu'on porte une gamme, on a quand même des pantalons de nos choix. Aussi, on a aussi l'option de mettre des chandails en dessous. Puis, très souvent, c'est ça qu'on va aborder comme enjeu. Parce que vous, c'est ça, c'est des t-shirts, c'est Ouais. les sweatshirts pour les finissants. Et vous avez des vestes aussi, mais vous n'avez pas de pantalon, vous n'avez pas de souliers non plus. Ouais. C'est ce que vous voulez porter ensuite pour tout ça, là. C'est d'après ce que je comprends bien. Donc, comment est-ce que ça se passe pour vous, le porter la gamme? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous n'aimez pas ça? C'est sûr que je trouve que c'est quand même un gros avantage de la gamme parce que tu n'as pas besoin de penser à ce que tu vas porter. Ouais. Fait il y a un petit stress qui s'enlève pour ça, qui est surtout moi qui est vraiment très perfectionniste avec mes vêtements. Là. Mhm. J'aime ça comme pas porter 2 fois la même chose 2 jours de suite, mais comme avec la gamme, personne ne s'en rend compte. Tu sais. T'as pas vraiment le choix, dans le fond. C'est ça aussi. Mais je trouve que c'est plus le code vestimentaire que des fois, les règlements qui ont imposés, ça déborde un peu la limite, je trouve. Comme, OK, les jeans troués, je peux comprendre à la limite, mais comme, mettons les jupes, on avait le droit avant les jupes, mais maintenant, il faut qu'ils arrivent aux genoux. Mais c'est pas tout le monde qui a une jupe qui arrive aux genoux parce que c'est pas plus vraiment la mode, en fait. Exact. Fait que je trouve ça un peu comme exagéré. Aussi, les shorts, comme pour nous, les filles, c'est rare une fille que tu vas voir avec des shorts qui arrivent en bas du genou. Fait que je trouve ça un peu comme sexiste envers les filles, le code OK. vestimentaire qui nous impose. Oui, puis aussi, on dit les jupes, il faut qu'elles arrivent aux genoux, mais juste quand on regarde notre uniforme d'éducation physique, on a les shorts pour les filles qui arrivent à la mi-cuisse. Donc, je comprends pas pourquoi on a le droit de porter ça, mais on n'a pas le droit de porter les jupes qui arrivent à, comme, je pense, une main des genoux, quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment poussé, puis ça devient compliqué de trouver des pantalons
sans que ce soit vu comme trop vulgaire ou trop provocatif quand on est dans un environnement pour apprendre. Ça devrait pas être vu comme ça. Est-ce que justement cette gamme-là vous permet tout simplement de vous épanouir dans vos études quand même? Est-ce que ça a un impact tout simplement sur votre éducation, sur votre manière d'apprendre les choses? Je pose Moi, la question. j'ai toujours cru que la manière que tu t'habilles ne devrait pas avoir un lien avec ton éducation. Tu pourrais lire le même livre de tout nu dans ta chambre, puis tu l'apprendrais quand même. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que leur excuse de nous habiller autant comme si on était dans un couvent, c'est qu'il ne faut pas perturber l'étude des garçons. Ce que je trouve vraiment insultant, vu qu'on devrait apprendre aux garçons qu'on n'est pas des objets sexuels à la place, qui éliminerait bien des problèmes. Absolument. Parlant justement d'orientation sexuelle peut-être, ou bien même de sexualisation à travers cette gamme-là, qu'est-ce que vous pensez aussi du système de gamme pour, par exemple, les communautés LGBTQ+? Des gens qui veulent peut-être, des garçons qui voudraient peut-être plus s'identifier à un sexe qui est peut-être neutre ou qui est tout simplement féminin peut-être aussi. Là. À ce moment-là, est-ce que la gamme va être propice à tout ça ou ça va être vraiment restreignant en fait dans tout ça? Ben, le problème, c'est qu'on définit la gamme comme étant soit pour les filles ou pour les gars. Ce qu'on observe déjà, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui optent pour des vêtements qui sont en fait offerts pour les gars. On a déjà l'ouverture de pouvoir se procurer les vêtements qu'on désire. C'est juste le fait qu'on décrit certains vêtements comme étant seulement ou uniquement pour les filles ou pour les gars, tandis qu'on a toute une amalgame de sexe et de genre entre les deux qui pourrait s'associer à un certain type de vêtements comme l'autre. C'est juste qu'il faut comprendre que justement, il y a des différences biologiques, morphologiques entre les filles et les gars. Mais c'est la décision de la personne en tant que telle, ça veut porter l'uniforme qu'elle désire. Donc, il ne devrait pas avoir de problème à justement utiliser, à acheter l'uniforme qu'elle désire avoir. Absolument. Les salles de bain aussi, je pense qu'il faut qu'on en parle un peu. Là. La question des salles de bain dans une école secondaire, on a les salles de bain pour les gars, on a les salles de bain pour les filles. Il n'y en a pas nécessairement non plus pour les non-genrés, les non-binaires, dans le fond. Est-ce que vous voyez peut-être un futur avec ce genre de salle de bain-là ou bien d'accommodation-là? Moi, ce que je trouve qui réglerait le problème, c'est juste des toilettes unisexes. Comme ça, il y aurait moins d'attente dans les salles de bain des filles, parce qu'on sait que les filles, ça prend plus de temps. Je veux dire, c'est pas de notre faute, c'est la vie. Donc, on a tout le temps une plus longue file. Les garçons, il y a une moins longue file. Donc, faites juste des cabines fermées pour tout le monde, ça revient au même. Tu vois rien, tu fais ce que tu as à faire, tu sors. C'est assez controversé comme décision. C'est pour ça que moi, ce que je ferais plutôt, c'est d'opter pour des toilettes singulières qui sont unisexes ou certaines personnes, que ce soit par gêne, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça aller dans les toilettes publiques aussi, mais aussi certaines personnes qui sont pas à l'aise d'aller dans une certaine toilette qui est représentée pour un sexe en particulier peuvent aller justement là-bas dans un certain cadre de privé, là, où, à la place d'aller dans une salle publique où justement il y a une longue ligne d'attente, puis tout ça, on devrait intégrer des toilettes singulières. Ça éviterait la controverse, puis c'est comme un accommodement qui est quand même assez raisonnable pour ceux qui le désirent. Il faut s'adapter, en fin de compte, là, vraiment à nos entourages et tout ça. Effectivement. On va prendre une courte pause. On revient dans quelques instants. On va rebâtir l'école au retour. Restez avec nous. Restez avec nous aussi à la maison. De retour à la semaine de relâche en direct de l'école secondaire du Versant. Avant la pause, on a parlé là, de la gamme de vêtements et de s'adapter en fait à des sexes non-binaires, tout simplement, des gens qui vont s'adapter, qui vont s'approprier en fait là, un sexe qui est non-binaire. Maintenant, je veux qu'on oublie tout ce qu'on connaît du système d'éducation comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les écoles secondaires, on oublie ça, les écoles primaires, on oublie ça, même les centres de petite enfance, on oublie ça, puis les cégeps universités. On rebâtit quelque chose de nouveau. Ça serait quoi votre système d'éducation de rêve, vous, en tant qu'étudiant? Là? Vous le vivez à tous les jours. Moi, je trouve que, premièrement, on devrait laisser plus place à la créativité puis le développement de soi, parce qu'on comprend que l'école, dans le fond, c'est une place où est-ce qu'on apprend à se développer, à se connaître, puis à développer une certaine estime de soi, puis à comprendre un peu qu'est-ce qui nous intéresse. Puis, je trouve que, présentement, le système qu'on est dedans nous fait juste se concentrer sur la performance, puis nous fait étudier des matières de base pendant une dizaine d'années, sans vraiment nous laisser explorer, puis nous donner une certaine liberté à ce qu'on veut étudier. Puis c'est ce qui fait que plusieurs pensent que ça sert à rien l'école, parce que justement, on apprend des matières qui vont pas vraiment nous servir dans le futur, à moins de vraiment vouloir se spécialiser dans un certain domaine.
Là, faut se la poser, cette question-là. Est-ce que l'école, c'est important? Est-ce que c'est intéressant comme concept, l'école? En fait, l'éducation, c'est la base d'une société. C'est ça qui va créer comme, le savoir. Donc, pour accéder à plusieurs métiers, tout ça. Donc, c'est clairement important. C'est juste la manière que tu le fais. C'est ça qui va venir un peu plus nuancer le propos, là. Fait que pour toi, ça serait quoi, en fait, là, mettons une école secondaire, là, même si jamais maintenant ça n'existe plus parce qu'on l'a détruit puis qu'on est en train de rebâtir, là, mais l'école secondaire, pour toi, la parfaite, ça serait quoi? D'un, qu'on a une plus grande liberté. Donc, dans la manière de s'habiller, dans la manière de bouger, parce qu'on est obligé de rester assis pendant des longues périodes de temps. C'est pas tout le monde qui est capable de rester assis. Quand on se lève, le prof, souvent, il nous dit de nous rasseoir, même si on veut juste aller porter un mouchoir à la poubelle. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit à la toilette. C'est les trois besoins vitaux d'un être humain qui sont brimés pendant qu'on étudie, qu'on apprend. Donc, je trouve pas ça nécessairement correct. Il y a plein de petites choses qui me dérangent. L'école commence tellement tôt. Les adolescents ont un cerveau qui est programmé avec 2 heures de décalage, pour ça qu'ils vont se coucher plus tard et se lever plus tard. L'école ne pense pas à ça, c'est nous qui sommes obligés de s'adapter pour elle et non l'inverse. Donc, pour vous, justement, puis là, vous êtes spécial aussi à Diversant, vous commencez très tôt, effectivement. Ouais. La majorité des écoles, là, ici en Outaouais particulièrement, là, commencent un petit peu plus tard que vous, puis terminent aussi un petit peu plus tard, mais vous autres, vous allez terminer très tôt quand même aussi en après-midi. Là. Ça veut dire que vous avez un bon moment en soirée ou en fin d'après-midi pour étudier, pour faire vos devoirs. Est-ce que vous les faites, vos devoirs? Non. Non. Est-ce que c'est un bon concept, ces devoirs-là, ou est-ce qu'on scrape ça Mais carrément? personnellement, toute ma vie, je me suis toujours fait dire si tu fais pas tes devoirs, tu vas jamais comprendre la matière. Juste par exemple, l'année passée, j'ai pris maths enrichi de secondaire 4, puis on se le fait dire comme si tu fais pas tes devoirs, tu passeras pas. Moi, ça n'a jamais été quelque chose pour moi. J'ai jamais fait mes devoirs, puis j'ai jamais rien coulé. J'ai toujours pété des 90. Donc, je trouve que c'est comme mal adapté à chacun. On a toute notre manière d'apprendre, puis l'école est faite pour un type de personne. Puis c'est pas tout le monde qui a cette façon-là d'apprendre, donc je trouve ça plate que tout le monde doive apprendre de cette façon-là quand ça peut ralentir certains. Un peu l'exemple justement du poisson rouge, puis d'Albert Einstein, si je me souviens bien, là, qui avait fait la théorie justement qu'un un poisson rouge n'apprendra jamais à monter dans un arbre. Donc, si jamais on apprend à un poisson rouge à monter dans un arbre, c'est sûr qu'il va couler son examen à la fin de l'année, là, effectivement. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'en Norvège, c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas de devoirs. Puis, les heures de cours sont réduites à chaque jour. Puis, justement, parmi le monde entier, là, ils ont vraiment les meilleures cotes au niveau des étudiants. Ils sont beaucoup plus performants. Puis, je pense que c'est justement parce qu'on leur donne une plus grande liberté. Puis, on n'est pas focusé sur la performance. Plutôt, on est plus concentré sur apprendre à connaître nos désirs, qu'est-ce qui nous passionne. Puis, on va vraiment étudier d'une façon plus efficace. On va vraiment pointiller ce qu'on désire faire. Puis, ça offre aussi une plus grande indépendance à l'élève qui, en tant que tel, va apprendre à mieux diversifier ce qu'il désire faire. Une salle de classe de 30 personnes, comme on les connaît aujourd'hui, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est difficile pour l'étudiant d'apprendre à travers tout ça? Bien, c'est beaucoup du genre. Fait que, personnellement, qu'est-ce que je changerais d'ailleurs? C'est vraiment le nombre de personnes par classe. Il faudrait vraiment réduire ça parce que ça va être plus, c'est plus pratique, dans le fond, pour le professeur pour donner la matière aux élèves. Là, c'est ça. Ils vont plus apprendre vite puis tout ça. Mais sinon, il y a aussi faire des classes vraiment adaptées pour comme des élèves qui sont en difficulté, par exemple. Il n'y en a pas assez, puis il y en a comme plein, par exemple, ceux qui sont hyperactifs ou sinon, il y en a aussi des autistes. Bien, il n'y a pas assez de classes spécialisées pour eux, puis ils se ramassent dans une classe, par exemple, de 30 personnes. Ça peut vraiment les déconcentrer puis nuire à leurs études puis à leur éducation, tout ça. Là. Puis justement, un des problèmes qui cause ça, c'est le manque de personnel parce que les enseignants, ils ont des conditions assez misérables concernant le fait qu'ils vont aller poursuivre des études vraiment longues aux universités. Puis, ils ont un salaire qui est de base très, très bas. Puis, leur taux d'augmentation annuelle est en dessous du taux d'inflation. Donc, déjà là, à chaque année, ils perdent un petit peu d'argent. Puis, c'est vraiment pas adapté parce que là, tu vas dans une classe avec une trentaine d'élèves, donc une trentaine de personnes à gérer avec des besoins différents. C'est très difficile. Puis, en plus, justement, ça fait qu'on n'a pas l'opportunité d'offrir comme des programmes spécialisés pour certaines personnes avec des difficultés parce qu'on manque d'enseignants, on manque de personnes qui se spécialisent dans le domaine pour offrir cette assistance-là aux élèves.
Est-ce qu'on a besoin justement des experts dans le milieu bon, par exemple, un expert en anglais qui va pouvoir enseigner l'anglais? Est-ce qu'on a besoin d'un mathématicien pour enseigner les mathématiques? Ou est-ce qu'on a besoin tout simplement de revoir un peu là, la manière d'enseigner aussi ou la manière de voir les matières à l'école, puis de peut-être pas offrir justement des cours de français en tant que tel, mais offrir ça un peu différemment? Ça serait quoi, en fait, les matières que vous voudriez apprendre dans une école secondaire ou dans une école primaire? Ben moi, personnellement, je sais que il y a certaines matières comme éthique et culture religieuse, je vois pas vraiment le but. Je pense que ce serait plus intéressant qu'ils les remplacent par des cours comme qui t'apprennent comment faire tes impôts ou comment faire des choses, pas que c'est pas utile, mais comme utiles pour ton futur. Comme la plupart de nous, on va sortir du secondaire puis on saura pas comment faire nos impôts l'année prochaine. Puis on va avoir encore besoin de plein de choses qu'on n'aura pas appris puis que c'est utile dans une société, c'est la base, quoi. Je pense que ça serait un cours intéressant. De bâtir des cours qui sont calés, dans le fond, sur la vraie vie, tout Oui. simplement, là. Puis s'adapter, en fait, à ce qu'on vit à tous les jours. Ça serait quoi les choses que vous voudriez le plus apprendre, dans le fond? Les impôts, c'est important, les finances également. Il y a aussi les cours de sexualité. On en a aussi beaucoup parlé tantôt avec la gamme, tout ça, que c'est vraiment sexiste envers les filles. Fait que les cours de sexualité, ça pourrait vraiment aider les gens, dans le fond, avec ça. Surtout comme les garçons, pour leur montrer, comme tu as dit tantôt, que les femmes, c'est pas des objets sexuels, tout ça. Puis aussi comprendre que l'hypersexualisation du corps. C'est un long mot, je l'accorde. Oui, effectivement, oui. Fait que c'est ça, juste comme faire comprendre que, par exemple, un ventre, un dos, c'est pas... Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Fait comme... on peut montrer comme ça veut rien dire de sexuel, de déplacer ou quelque chose de même, C'est ça, d'autant plus que maintenant, c'est plus un sujet tabou nécessairement de parler de la sexualité autant que ça l'était avant avec la religion. Donc, tu sais, ça serait bon d'en parler, de discuter, parce que maintenant, c'est un sujet qui est plus tabou. Donc, mais il y a relativement beaucoup d'inconnus parce qu'on n'a pas les cours pour. Parce que le curriculum de l'école n'a pas changé depuis un centenaire. Donc, on n'apprend pas justement à pas hyper sexualiser comme le fait les médias puis tout ça, puis à avoir un esprit critique par rapport à tout ce qu'on voit. Puis justement, être capable d'avoir des cours de sexualité où est-ce qu'on apprend les vraies affaires parce qu'on arrive dedans, puis on n'a pas vraiment l'expérience ni les connaissances pour être aussi protégé puis faire tout ça sécuritairement. L'autre question que j'avais beaucoup pour vous, puis je vais vous entendre en quelques secondes chacun, là, l'école, bon, on a des notes, on s'entend, on est noté sur nos examens. Est-ce que ça crée en fait un climat de compétition, ces notes-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, cette compétition-là, ou pas vraiment, Chloé? Moi, je pense que ça fait juste ajouter du stress. L'école, c'est déjà beaucoup de stress. Ça fait juste ajouter un stress inutile dans notre vie, honnêtement. Super. Jacob? C'est tellement discriminatoire. On enlève le potentiel des personnes qui ont un énorme potentiel, justement, de faire des affaires incroyables. Puis à cause de ça, quand on va observer les universités, ils vont justement accepter les élèves avec un certain pourcentage pour accéder, tandis que si on pourrait offrir ces connaissances-là à tout le monde, ça serait plus accessible. On pourrait avoir des génies dans certains domaines qui pourraient justement prospérer. Ce que j'entends, dans le fond, c'est que les notes ne représentent pas l'intelligence nécessairement. Non, c'est ça. Ça fait juste créer une atmosphère de compétition. Puis, on est trop basé sur la performance, ce qui n'est pas bien. Ça discrimine ceux qui ont le potentiel de réaliser des affaires incroyables. Absolument. Florence, Mélanie, peu importe, les rouges. Je vous écoute. Quelques secondes. Là. Ça, un peu comme tu as dit, Jacob, d'habitude, quand tu veux entrer dans une certaine concentration ou quelque chose de même, tu dois avoir une certaine moyenne. Mais ça peut aussi amener beaucoup de compétition avec les autres, puis ça peut aussi provoquer beaucoup de stress. Comme par exemple, moi, l'année passée, avec Maths enrichi, Sciences enrichies, j'ai vraiment vécu beaucoup de stress parce que je voulais passer mon année. Puis aussi, c'est sur ce bulletin-là de 4, secondaire 4, qu'au cégep, il se base pour être accepté. Puis moi qui veux aller en technique en soins infirmiers, tu dois avoir une bonne moyenne quand même. Fait que là, ça m'a vraiment stressée. J'étais comme, oh my God, je veux pas baisser ma moyenne, puis je vais pas être acceptée. La contingence, dans ce cas-là, c'est ça, difficile en plus également. de ça. Ouais. Florence, finalement, tu as le dernier mot dans l'émission. Là. Je trouve que ça crée aussi beaucoup de compétition au sein d'une famille. Moi, je suis dans une famille que depuis que je suis petite, c'est pas mauvais nécessairement, mais ils nous poussent beaucoup. Il faut toujours avoir en haut de 80, sinon, regarde, c'est pas grave, on va faire des cours de rattrapage, tout ça. J'ai une petite sœur. Puis ça fait beaucoup de compétition, là, les bulletins, là, sans qu'on le veuille nécessairement. On s'assoit dans le salon,
Là, nos parents regardent les 2 bulletins, puis là, ah, pourquoi t'as pas eu autant que ta sœur? Mais on n'apprend même pas les mêmes choses. C'est là où est-ce que l'école, en fait, dépasse les portes de l'école carrément, puis s'en alle à la maison. Ça s'en va directement dans les salons des gens à la maison. Merci beaucoup, parce que nous autres aussi, on était dans votre salon. Merci beaucoup à nos participants aujourd'hui d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la discussion. Je pense que c'était très intéressant. Nous, on se revoit très bientôt aussi à la maison. C'était la semaine de relâche. Mon nom est Alex Boivin. Et en passant, là, je veux juste vous dire, vous avez une super équipe en arrière des caméras, dans la régie, toutes des jeunes de pré-DEP qui ont suivi une formation. Merci beaucoup à tout le monde. Félicitations. Bonne soirée.